Vous êtes à l'écoute de l'ERTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Gao, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. La secrétaire exécutive de l'autorité du développement intégré des États du Liptako-Gourma, reçue hier par le président de la transition, a notamment parlé de la situation actuelle de l'organisation qui travaille avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les trois pays sont confrontés à des défis multidimensionnels. Notre pays perd chaque année 400 000 hectares de forêt en raison de la déforestation, du commerce et de l'utilisation des combustibles tels le bois de chauffe et le charbon de bois. Chiffre révélé hier lors du lancement de la 29e édition de la campagne nationale de reboisement par le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga. La deuxième étape du processus de retrait de la MINUSMA se prépare. Le comité de pilotage interministériel a fait hier le bilan de la première étape qui s'est bien déroulée. En sport, les Aigles du Mali affrontent cet après-midi le Soudan du Sud au compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. La rencontre est prévue au stade de 26 mars à partir de 19h. Et puis en basketball, les équipes dames et hommes du stade malien de Bamako pourraient décrocher dès ce soir le titre de champion à l'issue de la troisième journée des playoffs. Elles mènent par 2-0 face à l'AS Police et l'USFAS. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, une attaque terroriste a visé hier jeudi le bureau Tombouctou et la position des forces armées maliennes de Bamba. Le bilan provisoire est de 49 civils et militaires tués. Une cinquantaine de terroristes ont été neutralisés. C'est ce qui ressort d'un communiqué du gouvernement lu ici par Cheikh Omar Sangari. Le gouvernement de transition a le profond regret d'informer l'opinion que le jeudi 7 septembre 2023, le bateau Tombouctou et la position des forces armées maliennes FAMA de Bamba dans la région de Gao ont fait l'objet d'attaques revendiquées par des terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le bilan provisoire fait état de 49 civils et 15 militaires tués, des blessés ainsi que des dégâts matériels sur le bateau. En riposte à cette double attaque, une action combinée aéroterrestre de nos vaillantes FAMA a permis de neutraliser une cinquantaine de terroristes. En outre, des dispositions immédiates ont été prises pour évacuer tous les passagers, les blessés et sécuriser les lieux qui font toujours l'objet de ratissage et de surveillance. En cette douloureuse circonstance, Son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le gouvernement et le peuple malien présentent leurs condoléances les plus émues aux familles des personnes décédées et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Ces attaques illustrent une fois de plus la barbarie et la lâcheté des terroristes qui fuient l'offensive des FAMA et s'attaquent à des objectifs civils vulnérables. Le gouvernement de transition réitère son engagement sans faille à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes et à poursuivre la réalisation des objectifs de la transition, seule voie salvatrice des refondation de notre patrie. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Justement, suite à cette situation, le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition décrète, article 1er, un deuil national de 3 jours à compter de ce vendredi est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes civiles et militaires de l'attaque terroriste perpétrée contre le bateau Tombouctou reliant Gao à Mopti jeudi 7 septembre 2023. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Article 2, le présent décret donc sera enregistré et publié au journal officiel. La secrétaire exécutive de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma a été reçue en audience hier par le président de la transition, colonel Assimi Goïta.
Awa est venu informer le chef de l'État sur la situation actuelle de l'organisation qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'entrevue a porté notamment sur la crise multidimensionnelle à laquelle sont confrontés les trois États. La secrétaire exécutive de l'autorité du Liptako Gourma, Awa Aw, est interrogée par Mariam Kone. Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être reçus par son Excellence le chef de l'État, le président de la transition, pour le briefer sur l'autorité de développement intégré du Liptako Gourma, qui est une organisation sous-régionale commune entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc dans le contexte actuel, il était important qu'on le briefe de la situation de la vie de l'institution et avoir ses orientations sur comment est-ce qu'on doit rediriger cette organisation commune. Le contexte actuel entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est une situation pour laquelle on devrait réfléchir et c'est vraiment cette coopération qui a d'abord créé l'institution du Liptako Gourma et donc maintenant avec toute la crise multidimensionnelle à laquelle nous faisons face, il fallait bien qu'on puisse en discuter. Donc le chef de l'État, il a supporté l'autorité, il a donné tout son accord à nous accompagner et nous allons travailler pour voir comment est-ce que nous pourrons joindre les forces avec les trois États et redynamiser cette institution pour qu'elle réponde aux besoins actuels. Comme toute institution, on a des instances statutaires. Donc, il y a une conférence des chefs d'État, il y a un conseil des ministres dont le ministre des Mines est le président en ce moment. Donc, il faudrait qu'on puisse regrouper d'abord ces instances-là pour prendre les décisions idoines pour toutes les décisions ou les engagements qui sont en train d'être pris en ce moment entre nos trois États. Le Mali perd chaque année 400 000 hectares de forêt à cause de la coupe, de la commercialisation et de l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois. Un chiffre alarmant donné hier lors du lancement par le Premier ministre de la 29e édition de la campagne nationale de reboisement. Placée sous le thème « Arbres ressources du futur », cette campagne lancée à Tienfala dans la région de Koulikoro prévoit la mise à terre d'environ 15 millions de plants à travers le pays. Reportage Fousseni Tunkara. Nous sommes dans la forêt classée de Tienfala d'une superficie d'environ 3000 hectares. La localité est choisie cette année pour procéder au lancement de l'édition 2023 de la campagne nationale de reboisement. Au total, il est prévu à travers le pays de procéder à la mise à terre d'environ 15 millions de plants. C'est le chef de gouvernement en personne qui a donné l'exemple en plantant son arbre et celui du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Des gestes suivis par plusieurs autres personnalités, dont les membres du gouvernement. Mamadou Samaké, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Selon les estimations de la Direction générale des eaux et forêts, notre pays perd chaque année 400 000 hectares de forêt à cause de la coupe, de la commercialisation et de l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois. Le défrichement agricole qui est à l'origine de la disparition de 100 000 hectares de forêt par an reste une autre préoccupation de mon département. Sur les 32 millions d'hectares de forêt recensés au Mali en 2002, il ne reste actuellement que 17 millions d'hectares. Arbres, ressources du futur, c'est la thématique mise en avant cette année par le département de l'assainissement. Le ministre Samaké est revenu sur les motivations de ce choix. Mon département a voulu mettre la lumière sur les effets des changements climatiques qui sont désormais reconnus comme une réalité par l'ensemble de la communauté scientifique. La température en hausse et les phénomènes météorologiques extrêmes prouvent en suffisance qu'il est temps de sortir de l'inertie et de l'inaction pour agir. Dans cette lutte contre le changement climatique et la dégradation des ressources naturelles, le Mali est épaulé par certaines organisations internationales et aussi par les initiatives privées. Ses partenaires ont pris part à cette cérémonie de lancement. Edmond Munkala, représentant des partenaires techniques et financiers chargés des questions environnementales. Cette occasion m'offre l'opportunité de saluer et soutenir une nouvelle fois de plus les autres autorités maliennes pour les efforts d'inverser la tendance de la dégradation des ressources naturelles à travers des actions d'amélioration de la couverture végétale et de la conservation des ressources de la diversité biologique. Le taux de réussite de la campagne précédente est estimé à 56%. Le chef du gouvernement salue les efforts, mais invite le département de l'environnement et ses partenaires à renforcer les actions de sensibilisation auprès des communautés pour un taux de réussite supérieur.
Oui, Fousseni Tounkara, la journée a été l'occasion pour le chef du gouvernement de mettre l'accent sur la place de l'arbre et des forêts dans la lutte contre les effets des changements climatiques. L'occasion a été également saisie par le Premier ministre pour mettre en garde les spéculateurs fonciers qui agressent nos forêts. Écoutons le Premier ministre au micro de Alfousseni Touré. La cérémonie qui nous réunit constitue, à n'en pas douter, la volonté politique des hautes autorités de la transition du Mali, de toutes les autorités de la transition, de sensibiliser les populations sur le niveau de dégradation des ressources forestières et fauniques et l'urgence à intensifier les activités d'amélioration du couvert végétal. Le taux de réussite moyen des campagnes passées, à savoir 56%, est moyennement satisfaisant. Alors, j'invite le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à plus d'implication dans le suivi de la mise en œuvre des activités énoncées dans la présente édition pour atteindre un taux satisfaisant lors du bilan de la prochaine édition. Et il y a des doléances qui ont été posées par la société là tout de suite, après avoir rassuré le monsieur de ces femmes que le gouvernement intend de faire tout ce qu'il faut sous l'impulsion de votre ministre de l'Environnement pour que la forêt revienne aux Maliens et non à des individus. Après la première phase du processus de retrait de la MINUSMA au Mali, qui s'est achevée fin août, la deuxième phase a commencé ce mois de septembre. Pour faire le bilan de la première étape, les membres du comité de pilotage interministériel se sont réunis hier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette rencontre interministérielle a été aussi l'occasion pour les membres du gouvernement de faire des projections pour la deuxième étape du processus qui s'achève le 31 décembre 2023. Pour plus de précisions, écoutons Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il est interrogé par Mamadou Fani. Nous avons adopté un plan de retrait en deux phases. La première phase de ce plan de retrait était censée s'achever à la fin du mois d'août, ce qui a été atteint. L'objet essentiel de la réunion était de faire le bilan de cette première phase et nous avons reçu le rapport de nos équipes d'experts par rapport au bilan de cette première phase, dont nous pouvons nous féliciter par rapport aux résultats qui étaient fixés au début. Le premier point concernait surtout le transfert des camps. Et vous avez vu que la première phase de transfert des camps s'est effectuée sans grande difficulté. Les forces de défense et de sécurité maliennes se sont montrées à la hauteur et ont pris possession de ces camps pour pouvoir continuer à jouer leur rôle régalien de protection des personnes et des biens. Dans cette première phase aussi, il y a eu des rotations de contingents militaires comme de contingents civils, qui est aussi à un niveau appréciable. Un des éléments essentiels, c'était la mise en place par le gouvernement d'une stratégie d'atténuation de l'impact socio-économique qui devait pouvoir aider nos compatriotes de localités qui sont concernés pour pouvoir faire face à l'impact du retrait de la mission qui pourrait toucher nos compatriotes qui sont affectés par la situation. Les ministres ont pris possession de cette stratégie, ils l'ont entendu. On a examiné les termes de référence que nous avons entérinés. Et d'ailleurs, dans ce cadre, il y a une délégation ministérielle qui va se déplacer sur les zones d'opération de la MINUSMA pour pouvoir rencontrer tous les acteurs. Nous avons examiné un projet d'accord qui doit être conclu entre la MINUSMA et le gouvernement du Mali, un accord cadre qui doit gouverner tout le processus de transfert des camps, de matériel et de sites. Donc les choses avancent bien. Sortis de la 29e promotion des élèves sous-officiers de police, ils sont au total 3239 éléments, dont 1014 personnels féminins à terminer leur formation commune de base et professionnelle. Ces nouveaux sergents de police qui vont donc grossir l'effectif de la grande famille de la police nationale ont prêté serment devant le drapeau pour servir le pays avec engagement et loyauté. Cette 29e promotion, dont la major est un personnel féminin, a été baptisée promotion feu adjudant chef-major Antanas Kone, tombé sur le champ d'honneur
au mois d'avril dernier lors de l'attaque du poste de Eremakono à Sikasso. Le point avec Aridou Matina et Abdoulaye Diarra. Moment hautement symbolique et de fierté pour les nouveaux sergents de police qui bouclent leur formation. Sur un effectif initial de 3250 personnes, 3231 militaires élèves sous-officiers, dont 1014 personnels féminins ont été déclarés admis à l'issue de la formation commune de base de 5 mois, suivie d'une formation professionnelle de 11 mois. Commissaire divisionnaire de police, Souri Sidibé, directeur de l'école de police. Je tiens à féliciter et rendre un vibrant hommage aux formateurs et encadreurs pour tant de sacrifices consentis pendant toutes les étapes de cette formation. À vous, militaires, élèves sous-officiers de police, au nom de l'ensemble du personnel de l'École nationale de police, nous vous souhaitons plein succès dans votre nouvelle vie professionnelle. Rien n'est de trop pour le Mali, notre chère patrie. Cette 29e promotion des élèves sous-officiers de police a été baptisée promotion feu adjudant-chef Antanas Kone, tombé le 13 avril 2023 lors de l'attaque du poste de Remakono à Sikasso. Commissaire général des brigades de police, Souleymane Traoré, directeur général de la police nationale. Un guerrier intrépide qui a opposé une résistance féroce aux terroristes lors de l'attaque du poste de contrôle de Remakono. C'est en voulant sauver son véhicule équipé d'une arme collective qu'il a reçu plusieurs balles et il a succombé des suites de ses blessures. Son exploit doit inspirer ces jeunes sous-officiers à lutter avec détermination pour endiguer le fléau du terrorisme dans notre pays. C'est Khadija Traoré qui a été major de la promotion, suivi de Kader Eladj Traoré et Moussa Sissé. Durant leur formation, les stagiaires ont bénéficié de l'accompagnement nécessaire afin qu'ils soient à la hauteur des attentes pour relever les nombreux défis sécuritaires. Difficile d'imaginer une sortie de promotion sans quelques exercices de démonstration des techniques de saut en longueur, les cercles de feu, les techniques de pointe, les techniques de progression et de maniement d'armes. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est le plus facile qui vient de prendre fin, ça c'est la formation. Le plus difficile qui est la production doit bientôt commencer. Donc je les exhorte par la même veine d'avoir beaucoup plus un esprit d'engagement, un don de soi, un esprit patriotique. Nous avions cette mission de la défense opérationnelle du territoire. Nous avions aussi cette mission régalienne, la protection des personnes et de leurs biens. Le défilé militaire, marqué par le passage de sections de plusieurs unités, a mis fin à cette cérémonie de sortie. Actualité internationale à présent. Au Niger, le secteur de l'uranium subit les conséquences des sanctions économiques contre le pays. La Somaïr, filiale du groupe industriel français Orano, ne reçoit plus les réactifs nécessaires à la production du minerai. Elle a donc cessé de produire du concentré d'uranium, non parce qu'elle ne peut plus expédier ce yellow cake vers ses clients, elle pourrait le stocker, mais parce que la mine n'a plus sur place assez de soufre de soude ou de carbonate pour traiter le minerai. Ces intrants acheminés depuis le port de Cotonou sont toujours bloqués par les sanctions à Malanville, à la frontière béninoise, comme beaucoup d'autres marchandises. Au Sénégal, Youssou N'Dour, le célèbre chanteur et patron du groupe de presse Futur Média, a démissionné de son poste de ministre conseiller du président de la République Macky Sall et a quitté la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Des informations confirmées par des sources présidentielles et par des proches de l'homme d'affaires. Il était à ce poste de ministre conseiller depuis qu'il avait quitté ses fonctions de ministre du Tourisme en 2013 après avoir été ministre de la Culture. Au Gabon, Raymond Ndong Simon a été nommé Premier ministre de transition hier. Le nom de l'opposant a été annoncé par un décret lu à la télévision en public signé par le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema. Cet économiste de 68 ans avait déjà été chef du gouvernement sous la présidence d'Ali Bongo entre 2012 et 2014. Il avait claqué la porte du parti au pouvoir en 2015 avant de passer à l'opposition. La page des sports, c'est tout de suite. Basketball, les playoffs du championnat national sont en cours. La troisième journée est prévue pour ce vendredi. Chez Football, Supercoupe Colonel Assimi Goïta, on connaît désormais les affiches des demi-finales. Les rencontres se joueront lundi et mardi. Et puis, éliminatoire CAN 2023, les Aigles du Mali jouent ce soir, ici au stade du 26 mars, contre
Le Soudan du Sud, bien que qualifiés, les nôtres joueront pour terminer sur une bonne note devant leur public. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Football, éliminatoire CAN 2023, la 6e et dernière journée a commencé hier. Une dernière journée de qualification qui promet des moments de suspense, d'émotion et d'intensité, alors que les sélections qui n'ont pas la certitude d'aller en Côte d'Ivoire luttent pour décrocher leur ticket pour le prestigieux tournoi continental qui se tiendra au pays des éléphants dès janvier prochain. Les Aigles du Mali jouent demain ici à Mokosa du 26 mars contre le Soudan du Sud. Bien que qualifiés, les nôtres joueront pour l'honneur et terminer sur une bonne note. Serratou Cissé nous plante le décor. Avec 12 points au compteur, les Aigles du Mali, premiers du groupe G, préparent déjà leurs valises pour la CAN en janvier-février en Côte d'Ivoire. Cette 6e et dernière journée, ce vendredi, face au Soudan du Sud, 4e 3 points hors course contre Côte du Beurre. Il s'agira pour les hommes du sélectionneur Eric Sekouchel de terminer en beauté ces éliminatoires et surtout en tête du groupe. Toute chose qui confortera le coefficient du Mali dans le prochain classement FIFA et CAF. Ce Mali-Soudan du Sud sera le 6e face-à-face, toutes compétitions confondues, entre les deux sélections. Les Aigles totalisent 5 victoires, 14 buts marqués contre un seul au Soudan du Sud. Au match aller le 9 juin 2022, le Mali avait gagné 3 buts à 1 sur des réalisations de Mohamed Kamara Tchamanké, Sékou Koïta et Aliou Dieng. Un peu plus d'un an, les retrouvailles avec le même adversaire au stade du 26 mars s'annoncent festives et colorées. Deux autres rencontres se joueront. Il s'agit d'Égypte, Éthiopie et Burkina Faso et Swatini. Hier, 5 matchs étaient au programme. L'Angola et Madagascar ont fait match de 0-0. Le Ghana a battu la République centrafricaine par le score de 2 buts à 1. L'Algérie et la Tanzanie ont fait match de 0 buts partout. La Tunisie a battu le Botswana par 3-0 et le Rwanda est venu à bout du Niger 2-0. Plusieurs sélections ont déjà obtenu leur qualification pour la CAN 2023. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, la Tunisie, l'Égypte, la Zambie, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, notre pays le Mali et la Guinée-Conakry, en plus du Ghana, de l'Angola et la Tanzanie qui se sont qualifiés hier pour cette CAN. Supercoupe Colonel Assimi Goïta, on connaît désormais les affiches des demi-finales. La rencontre commence ce lundi. Sainté sera opposé à Ségou et le lendemain mardi, Bamako affrontera Tombouctou. La compétition se déroule à Koulikoro au Sardiara H. Basketball, les playoffs du championnat national sont en cours. La troisième journée est prévue pour aujourd'hui vendredi. Le Salman de Bamako en hommes et en dames ont déjà remporté 2 victoires et pourront remporter le titre dès ce vendredi. Rappelons que le Salman de Bamako est tenant du titre chez les hommes, tandis que chez les dames, l'AS Police est détentrice du trophée. Et puis handball, le championnat d'Afrique junior filles a démarré en Tunisie. Au cours de la première journée hier, le Mali a perdu devant l'Égypte 64-15. Ce vendredi, les Maliennes affronteront Madagascar. Les Aiglones doivent impérativement se ressaisir pour se repositionner dans la compétition. C'est cette page de sport qui met fin à ce journal. Mise en onde de Mamadou Bédialo, présentation Koudi Sibi. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Cheikh Abdoul Aziz Koulibaly pour les plateformes digitales. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.